I didn't believe Bruce Lee was as good as he is in his films, so he hit me and I fell onto the sofa with millions of people watching it. I get asked about Bruce Lee all the time, and I can tell you that his sidekick was spectacular. Aujourd'hui, on embarque pour un voyage épique dans l'univers de Bruce Lee, la légende qui a transformé les arts martiaux et le cinéma d'action à jamais. Si vous kiffez les histoires qui semblent trop folles pour être vraies, un one-inch punch qui envoie un homme valser, des two-finger push UPS défiant la gravité, des coups si rapides que les caméras d'Hollywood ne pouvaient pas suivre, un combat secret qui a fracturé un crâne en 11 secondes, ou un slap accidentel qui a disloqué une épaule, alors cette vidéo est pour vous. Prenez 2 secondes pour cliquer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche pour ne rater aucun de nos documentaires explosifs. Avant Bruce Lee, les arts martiaux étaient un monde obscur, ritualisé, réservé aux dojos et aux initiés. Puis arrive cet éclair humain, un homme qui ne se contente pas de changer les règles, il les pulvérise. Chaque récit sur Lee semble tiré d'un film. Un poing qui brise la physique, des doigts qui portent des dizaines de kilos, une vitesse qui ridiculise la technologie des années 60. Mais en creusant, on découvre que ces exploits ne sont pas des mythes. Ils sont réels, souvent filmés, toujours vérifiés. Joe Rogan l'a dit, Bruce Lee était l'avenir. De Enter the Dragon à son Jeet Kune Do, il a fait des arts martiaux un art universel et du cinéma chinois une force mondiale. Cette vidéo est un voyage en profondeur. On va explorer le one-inch punch qui a choqué Long Beach en 1964, les two-finger push UPS qui ont stupéfié ses élèves, sa vitesse invisible dans The Green Hornet, le combat secret contre Yuashi Nakashi, son triomphe à Hollywood, et sa mystérieuse salle d'entraînement à Hong Kong, un laboratoire de génie martial. On parlera aussi de son influence sur la MMA, sur des stars comme Jackie Chan et Jet Li, et de sa philosophie intemporelle, soit comme l'eau. Likez cette vidéo et partagez-la avec vos potes fans de cinéma d'action pour lancer le débat. Dites-nous en commentaire, quelle histoire de Bruce Lee vous intrigue le plus? Pour comprendre Lee, il faut remonter aux années 50 à 60. Les arts martiaux étaient alors cloisonnés. Le karaté japonais, le taekwondo coréen, le wing chun chinois, tous enfermés dans des traditions rigides. Lee, né en 1940 à San Francisco et élevé à Hong Kong, grandit dans un monde où les combats de rue étaient aussi formateurs que les dojos. À 13 ans, il étudie le Wing Chun sous Ip Man, maître légendaire, apprenant la précision des frappes rapprochées. À 18 ans, aux États-Unis, il explore la boxe, le judo et même l'escrime, cherchant ce qui fonctionne vraiment. Je prends ce qui est utile, je rejette le reste, disait-il. Cette approche donne naissance au Jeet Kune Do, un style révolutionnaire qui anticipe la MMA moderne. Son impact va au-delà des combats. Dans les années 70, ses films The Big Boss, Fist of Fury brisent les stéréotypes asiatiques à Hollywood. Il n'est pas juste un acteur, il est un philosophe, un chorégraphe, un visionnaire. Mais qui était vraiment Bruce Lee? Un combattant invincible ou un showman génial? On va plonger dans son entraînement, ses exploits et son héritage pour répondre à cette question. Préparez-vous pour un voyage de près de 3 heures dans la légende du dragon. C'était l'été 1964, à Long Beach, Californie, et la foule était en ébullition. Des centaines de spectateurs, des passionnés d'arts martiaux aux curieux locaux, s'étaient rassemblés pour le International Karate Championship, un événement où les meilleurs combattants du monde montraient leur talent. Parmi eux, un jeune homme de 24 ans, encore peu connu, se tenait au centre de l'attention, Bruce Lee. À l'époque, il n'était pas encore la star de Enter the Dragon ou l'icône du cinéma d'action. Il était juste un instructeur de kung-fu de Hong Kong, fraîchement installé aux États-Unis, avec une réputation grandissante dans les cercles martiaux. Mais ce jour-là, il allait graver son nom dans l'histoire avec un exploit qui semblait défier les lois de la physique, le one-inch punch. Un volontaire, un combattant costaud, ceinture noire de karaté, se tenait face à lui, bras croisés, un sourire confiant aux lèvres. Il pensait pouvoir encaisser n'importe quel coup. La foule, bruyante, attendait un spectacle impressionnant, peut-être une démonstration classique de coups de pied ou de frappes puissantes. Mais Bruce avait autre chose en tête. Il s'est avancé calmement, a posé ses phalanges contre le torse de l'homme, à un pouce de distance, à peine 2,5 cm. Pas d'élan, pas de recul, pas de préparation visible. Juste un silence tendu. Puis, en un éclair, il a frappé. Le coup était si rapide que beaucoup n'ont rien vu. L'homme, lui, a volé en arrière, projeté à 6 pieds, près de 2 mètres, s'écrasant sur une chaise qui s'est brisée sous l'impact.
La foule, d'abord bruyante, est devenue muette. Un murmure a parcouru l'assemblée. Qu'est-ce qui vient de se passer? Joe Rogan, des décennies plus tard sur son podcast, décrira cet instant comme un coup de fusil à pompe. Et il n'exagérait pas. Ce one-inch punch n'était pas un tour de magie ou un gimmick de dojo. C'était une démonstration de puissance brute, d'une efficacité biomécanique presque surnaturelle. Des chercheurs de Stanford, dans les années 80, ont analysé des vidéos de cet exploit, et ce qu'ils ont découvert a bouleversé les idées reçues sur la force humaine. Bruce Lee générait plus de 1500 newtons de force, l'équivalent d'un coup capable de briser des côtes, dans un espace d'un seul pouce. Comment? Son corps fonctionnait comme une machine parfaitement synchronisée. La force naissait dans ses pieds, ancrée au sol comme des racines, remontait à travers ses jambes puissantes, pivotait dans ses hanches avec une torsion explosive, se propageait dans son torse, et jaillissait par son poing en une fraction de seconde. Chaque muscle, chaque articulation, chaque tendon travaillait en harmonie, comme une vague d'énergie concentrée dans un point précis. Mais ce n'était pas seulement une question de technique. Pour comprendre le one-inch punch, il faut plonger dans la vie et l'esprit de Bruce Lee. Né en 1940 à San Francisco et élevé à Hong Kong, Lee grandit dans un monde où les arts martiaux étaient à la fois une tradition et une nécessité. Adolescent, il s'entraînait dans les rues de Kowloon, affrontant des voyous pour défendre son honneur. À 13 ans, il commence à étudier le Wing Chun sous Ip Man, un maître légendaire qui lui enseigne la précision des frappes rapprochées et l'importance du contrôle. Le combat, c'est l'efficacité, pas le spectacle, lui répétait Ip Man. Lee prend cette leçon à cœur, mais il ne s'arrête pas là. Arrivé aux États-Unis à 18 ans, il explore d'autres disciplines. La boxe pour sa science du mouvement, le judo pour ses projections, l'escrime pour son timing. Je prends ce qui est utile, je rejette le reste, écrivait-il dans ses carnets. Cette quête d'efficacité l'amène à étudier la biomécanique et la physique. Dans les années 60, alors que la plupart des martialistes se contentaient de répéter des katas traditionnels, Lee lisait des manuels scientifiques, analysait les chaînes cinétiques et expérimentait avec des sacs de frappe, des poids et même des machines qu'il concevait lui-même. Pour le one-inch punch, il s'entraînait à transférer l'énergie de son corps entier dans un espace minuscule. Des heures à frapper des sacs lourds, à renforcer ses articulations, à méditer sur le timing. Il utilisait des exercices comme des frappes sur des planches de bois pour durcir ses phalanges, et des méditations pour aligner son esprit et son corps. Le coup commence dans l'esprit, notait-il dans son journal. Les sceptiques, nombreux à l'époque, ont essayé de reproduire ce coup. Des champions de karaté, des boxeurs professionnels, même des physiciens amateurs ont tenté de percer le secret. Certains ont réussi à générer de la force à courte distance, mais aucun n'a atteint la puissance et la précision de Lee. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas juste une technique. C'était l'aboutissement d'années d'entraînement obsessionnel, d'une discipline mentale quasi monastique et d'une compréhension intuitive de la physique. Lee ne frappait pas seulement avec son poing, il utilisait chaque fibre de son être, transformant son corps en une arme vivante. Ce moment à Long Beach, capturé sur film, a marqué un tournant. Avant 1964, Bruce Lee était un instructeur talentueux, mais peu connu hors des cercles d'arts martiaux. Après cette démonstration, il devient une légende naissante. Les spectateurs, encore sous le choc, ont mis du temps à applaudir. Ce n'était pas un spectacle de cirque, mais une déclaration. La puissance n'a pas besoin d'espace, la force n'a pas besoin de taille, et l'impossible n'est qu'une question de perspective. Joe Rogan expliquera plus tard, Bruce a montré que la vraie force, c'est la maîtrise totale de son corps et de son esprit. Mais ce n'était pas tout. Le one-inch punch n'était pas seulement une prouesse physique, il incarnait la philosophie de Lee. Dans ses écrits, il comparait le combat à l'eau, fluide, adaptable, mais capable de tout balayer. Ce coup était l'expression parfaite de cette idée, une force dévastatrice délivrée avec une économie de mouvement absolue. Les témoins de Long Beach, des instructeurs de karaté aux élèves de Lee, racontent tous la même chose. Après le coup, Bruce n'a pas célébré, n'a pas fanfaronné. Il a simplement salué, calme, presque méditatif, comme si cet exploit n'était qu'une étape dans sa quête. Pour mieux comprendre, regardons le contexte des arts martiaux en 1964. À l'époque, le karaté japonais dominait l'Occident, avec des figures comme Masoyama qui brisaient des briques pour impressionner. Le taekwondo coréen commençait à émerger, mais le kung-fu chinois restait méconnu, perçu comme mystique ou inefficace. Lee, avec son Wing Chun et ses idées novatrices, dérangeait. Les puristes le voyaient comme un insolent, un jeune chinois qui osait défier les traditions.
Mais ce jour-là, il a prouvé que son approche mêlant science, instinct et discipline surpassait les dogmes. Les retombées de cet exploit ont été immenses. Des instructeurs présents à Long Beach, comme Ed Parker, organisateur de l'événement, ont commencé à inviter Lee à d'autres démonstrations. Des élèves potentiels, fascinés, ont afflué vers son école à Auckland. Même Hollywood a commencé à s'intéresser à lui, posant les bases de son rôle dans The Green Hornet. Mais ce n'était que le début. Le one-inch punch n'était pas juste un coup, c'était une révolution, une preuve que les limites humaines pouvaient être repoussées. Des décennies plus tard, des scientifiques continuent d'étudier cet exploit. En 2010, une équipe de biomécaniciens a recréé le one-inch punch avec des capteurs de force. Leur conclusion ? La puissance de Lee venait d'une combinaison unique, une contraction musculaire explosive, un alignement parfait du corps et une intention mentale claire. C'était comme si son esprit ordonnait à son corps de défier la physique, écrivait un chercheur. Mais Lee n'était pas infaillible. Dans ses carnets, il notait ses doutes, ses échecs, ses blessures. Il parlait de la douleur dans ses mains après des heures à frapper des surfaces dures, de la fatigue mentale après des nuits à étudier. Pourtant, il continuait, poussé par une quête de perfection. « Je ne veux pas être le meilleur », écrivait-il, « je veux être meilleur que moi-même ». Ce jour-là, à Long Beach, la foule n'a pas seulement vu un coup. Elle a vu un homme qui incarnait cette philosophie. Le one-inch punch n'était pas un tour de force isolé, mais le résultat d'une vie dédiée à l'excellence. Les spectateurs, encore sous le choc, ont applaudi timidement, comme s'ils craignaient de briser la magie du moment. Ce n'était pas de la magie, mais une maîtrise si profonde qu'elle semblait surnaturelle. Si cet exploit vous donne des frissons, si l'idée d'un homme transformant son corps en une arme parfaite vous fascine, cliquez sur le bouton d'abonnement pour plonger plus loin dans l'univers du dragon. Restez avec nous pour découvrir comment Bruce Lee a continué à repousser les limites, des two-finger push UPS à sa vitesse invisible. Le voyage ne fait que commencer. Imaginez un homme s'allongeant au sol, posant juste 2 doigts de chaque main sur le plancher au l'index et le majeur, et enchaînant des pompes. Pas une, pas 10, mais des centaines, sans trembler, sans transpirer, tout en discutant calmement de philosophie ou en corrigeant la posture d'un élève. Cet homme, c'était Bruce Lee, et ses two-finger push UPS n'étaient pas un simple tour de force pour impressionner les foules. C'était une obsession, une quête de maîtrise absolue, un témoignage de ce qu'un corps humain, poussé à ses limites, pouvait accomplir. Cet exploit, filmé et vérifié par ses proches, a stupéfié ses partenaires d'entraînement, comme Bob Wall, qui racontait « Il parlait en faisant ça, comme si c'était rien. Moi, je n'arrivais même pas à en faire une sans risquer de me casser les doigts. » Les two-finger push UPS de Bruce Lee étaient bien plus qu'un exercice. Chaque répétition portait plus de 40 livres de poids dynamique sur chaque doigt, exigeant une précision chirurgicale. 1 millimètre d'erreur dans l'équilibre, un instant de faiblesse, et il aurait pu se briser les phalanges ou déchirer un tendon. Pourtant, Lee exécutait ses pompes avec une aisance déconcertante, comme s'il défiait la gravité elle-même. Ce n'était pas juste de la force brute, c'était une démonstration de discipline, d'endurance, et d'un contrôle musculaire presque surnaturel. Ses doigts n'étaient pas seulement forts, ils étaient des instruments de précision, capables de localiser des points de pression sur un adversaire ou de casser des planches avec une exactitude redoutable. Pour comprendre comment un tel exploit était possible, il faut plonger dans l'univers de l'entraînement de Bruce Lee, un monde où la douleur était une enseignante, la répétition une religion, et l'amélioration une obsession quotidienne. Né en 1940 à San Francisco et élevé à Hong Kong, Lee grandit dans un environnement où les arts martiaux étaient à la fois un art et une nécessité. À 13 ans, il commence à étudier le Wing Chun sous Ip Man, un maître qui insistait sur la précision et l'économie de mouvement. Chaque geste doit avoir un but, enseignait Ip Man. Lee applique cette leçon à ses entraînements, mais il va plus loin. Arrivé aux États-Unis à 18 ans, il explore des disciplines comme la boxe, le judo et même l'escrime, cherchant à comprendre comment le corps peut devenir une arme parfaite. Les two-finger push UPS n'étaient pas un simple caprice. Ils faisaient partie d'un régime d'entraînement brutal conçu pour transformer ses mains en outils de destruction. Lee passait des heures chaque matin à enfoncer ses doigts dans des seaux de sable, puis de gravier et enfin de billes d'acier. Chaque répétition était une épreuve. Ses doigts gonflaient, saignaient, se couvraient d'ampoules. Mais il continuait, jour après jour, transformant la douleur en adaptation. Ses os sont devenus plus denses, ses tendons plus épais, ses terminaisons nerveuses habituées à la souffrance. La douleur, c'est la faiblesse qui quitte le corps, écrivait-il dans ses carnets.
Ce n'était pas de la vantardise, mais une conviction. Les médecins qui ont étudié les exploits de Lee, des décennies plus tard, restent perplexes. Sa densité osseuse était exceptionnelle, comparable à celle d'un athlète soumis à des stress extrêmes pendant des années. Ses tendons, renforcés par des microtraumatismes répétés, étaient comme des câbles d'acier. Mais ce qui impressionne le plus, c'est l'élégance avec laquelle il exécutait ses pompes. Bob Wall racontait, quand Bruce faisait des two-finger push UPS, on aurait dit qu'il dansait avec la gravité. Son corps ne résistait pas, il coopérait. Cette fluidité venait de sa compréhension intuitive de la biomécanique. Lee ne se contentait pas de soulever son corps, il utilisait chaque muscle en synergie, transformant un exercice en une leçon de contrôle total. Le contexte des arts martiaux dans les années 60 aide à comprendre pourquoi cet exploit était si choquant. À l'époque, les disciplines comme le karaté japonais ou le taekwondo coréen mettaient l'accent sur des mouvements codifiés, des katas rigides et des démonstrations spectaculaires. Les pompes classiques, même sur les poings, étaient déjà considérées comme un signe de force. Mais Lee, avec son approche révolutionnaire, allait au-delà. Il ne voyait pas la force comme un simple poids à soulever, mais comme un pouvoir à maîtriser. La vraie force, c'est le contrôle, disait-il. Ces two-finger push UPS n'étaient pas un spectacle pour impressionner, ils étaient un moyen de forger un corps capable de tout, des frappes précises au blocage imparable. Cet exploit n'était pas isolé. Les vidéos de l'époque, bien que rares, montrent Lee réalisant ses pompes comme un simple échauffement avant des entraînements encore plus intenses. Ses élèves, comme Dan Inosanto, racontent qu'ils pouvaient passer d'une série de two-finger push UPS à des exercices de nunchaku ou à des sparring sessions sans montrer le moindre signe de fatigue. Bruce ne s'entraînait pas pour être fort, disait Inosanto, il s'entraînait pour être parfait. Mais cette perfection avait un coût. Les carnets de Lee révèlent des moments de doute, des blessures constantes, des nuits passées à soigner des mains enflées. Il écrivait sur la nécessité de surmonter la douleur, non pas en l'ignorant, mais en l'acceptant comme une étape vers la maîtrise. Cette mentalité le distinguait des autres martialistes. Là où d'autres voyaient des limites physiques, Lee voyait des opportunités d'évolution. Ses doigts n'étaient pas juste entraînés, ils étaient forgés, comme des lames affûtées par des années de travail. Un incident illustre parfaitement cette maîtrise. En 1969, lors d'une démonstration, Lee tapote l'épaule d'un élève, Bob Baker, dans un geste amical. Ce simple contact disloque l'épaule de Baker, provoquant un pop audible. Les médecins, stupéfaits, comparent la blessure à un accident de voiture. Lee, choqué, accompagne Baker à l'hôpital et couvre ses frais médicaux, mais cet accident révèle une vérité, même ses gestes les plus légers pouvaient être dévastateurs. « Je dois apprendre à contenir ma force », notait-il dans son journal. Cet incident, loin d'être une anecdote amusante, montre à quel point Lee était devenu une arme vivante. Le two-finger push-up n'était pas juste un exploit physique, il incarnait la philosophie de Lee. Dans ses écrits, il comparait le combat à l'eau, fluide, adaptable, mais capable de tout balayer. Ses pompes étaient l'expression de cette idée, une force immense concentrée dans un espace minuscule, délivrée avec une précision chirurgicale. Les témoins de ces démonstrations, des élèves aux champions comme Chuck Norris, racontent tous la même chose. Lee ne faisait pas ça pour impressionner. Il le faisait pour repousser les limites humaines, pour montrer que le corps et l'esprit, bien entraînés, pouvaient accomplir l'impossible. Dans les années 60, les arts martiaux occidentaux étaient dominés par des figures comme Mas Oyama, connu pour briser des briques, ou Jun Ri, pionnier du taekwondo américain. Mais Lee se démarquait. Là où d'autres cherchaient la puissance brute, lui cherchait la perfection fonctionnelle. Ces two-finger push UPS sont inspirés des générations de martialistes, de Dan Inosanto à des combattants UFC modernes comme Conor McGregor, qui admirent son contrôle. Bruce ne montrait pas sa force pour se vanter, disait Inosanto, il montrait ce qu'un homme pouvait devenir. Des études scientifiques récentes ont tenté d'expliquer cet exploit. Si cette discipline vous donne des frissons, si l'idée d'un homme transformant ses doigts en arme parfaite vous fascine, likez et abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables sur le dragon. Restez avec nous pour découvrir comment Bruce Lee a continué à repousser les limites, de sa vitesse invisible à ses combats secrets. Le voyage est loin d'être fini. En 1966, sur le tournage de The Green Hornet, un problème unique surgit. Bruce Lee, dans le rôle de Kato, lançait des coups si rapides que les caméras à 24 images par seconde ne pouvaient pas les capturer. Un punch, un stuntman au sol, et sur la pellicule, Lee semblait immobile. Bob Wall a chronométré un coup à 0,05 secondes, plus rapide que le réflexe humain.
Les producteurs, paniqués, ont dû supplier Lee de ralentir pour que le public voie l'action. Imaginez, dire au plus grand martialiste du monde de se retenir parce que la technologie des années 60 ne suit pas. Lee, frustré mais compréhensif, s'est adapté, prouvant sa maîtrise même en bridant sa vitesse. Dans The Green Hornet, ses mouvements étaient précis, économiques, explosifs. Pour Enter the Dragon, les réalisateurs ont utilisé des caméras multiples et des ralentis pour capturer sa fluidité. Les combattants UFC modernes, comme Conor McGregor, étudient encore ses vidéos, analysant son jeu de jambes, son timing, son économie d'énergie. Joe Rogan l'a dit, il a appris aux combattants à bouger plus intelligemment. Lee n'était pas juste rapide, il était efficace à un point presque surnaturel. Si cette vitesse vous scotche, laissez un commentaire. Quelle scène de Lee vous a le plus marqué? Seattle, 1960. Une cour de handball déserte au 1K. Pas de foule, pas de caméra, juste une poignée de témoins jurés au secret. Hurlant de peur dans cet espace confiné, un adolescent de 19 ans, Bruce Lee, encore loin de la gloire d'Enter the Dragon, se prépare à affronter Yuashi Nakashi, un ceinture noire japonaise respectée. Nakashi, agacé par ce jeune instructeur de kung-fu qui enseigne aux Américains, veut le remettre à sa place. Il voit Lee comme un intrus brisant les traditions martiales. Ce qu'il obtient, c'est une leçon brutale en 11 secondes, un combat qui marquera un tournant dans la vie de Lee et dans l'histoire des arts martiaux. Uniforme d'arts martiaux, symbole de collision. À l'époque, Lee n'est pas encore le maître du Jeet Kune Do. Il est un étudiant passionné, formé au Wing Chun par Ip Man à Hong Kong, où il a appris la précision des frappes rapprochées. Mais il est aussi un combattant de rue, forgé par les bagarres dans les ruelles de Kowloon. Nakashi, avec ses années d'entraînement en karaté, pense dominer facilement ce jeune chinois audacieux. Dès que le combat commence, il charge, lançant un direct. Lee esquive avec une fluidité surnaturelle, glissant comme une ombre. En un instant, il contre avec un coup de pied qui brise le nez de Nakashi, projetant du sang sur le sol. Avant que l'adversaire ne puisse réagir, Lee avance, son jeu de jambes parfait, et délivre un point précis dans le crâne. Le bruit, décrit par un témoin comme une noix de coco éclatée sur un rocher, résonne dans la cour. Nakashi s'effondre, inconscient. Fracture du crâne, nez brisé, commotion sévère. Le combat est fini avant d'avoir vraiment commencé. Aucun film n'a capturé cet instant. Juste une note dans le journal intime de Lee, empreinte de regret, il avait presque tué un homme. Linda Lee, sa future épouse, racontera plus tard, ce jour-là, Bruce a réalisé qu'il était dangereux, d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Ce combat n'était pas une victoire à célébrer, mais une prise de conscience. À 19 ans, Lee comprend que sa puissance, mal contrôlée, peut être mortelle. Cette leçon va façonner le reste de sa vie, le poussant à chercher non seulement la force, mais la maîtrise. Pour comprendre l'impact de ce combat, il faut replacer les arts martiaux dans le contexte des années 60. À l'époque, les disciplines comme le karaté, le judo et le taekwondo sont cloisonnées, chacune avec ses rituels et ses règles. Enseigner à des non-asiatiques, comme le faisait Lee, était vu comme une trahison par certains puristes. Nakashi, formé dans la tradition japonaise, représentait cet ancien monde. Lee, avec son approche hybride mêlant Wing Chun, instinct de rue, et curiosité insatiable, était une menace. Ce combat de 11 secondes n'était pas juste une démonstration de supériorité physique, c'était une déclaration. Les traditions ne suffisent pas face à l'efficacité. Ce moment marque un tournant décisif pour Lee. Dans ses carnets, il note son besoin de mieux contrôler sa force. La puissance sans discipline est un danger, écrit-il. Il commence à explorer d'autres disciplines, la boxe pour sa science du mouvement, l'escrime pour son timing, le catch pour ses prises. Il analyse des combats réels, dissèque les faiblesses des styles traditionnels et pose les bases de ce qui deviendra le Jeet Kune Do, la voie du point interceptant. Ce style, créé dans les années suivantes, rejette les dogmes pour privilégier ce qui fonctionne. Rapidité, adaptabilité, efficacité. Le combat contre Nakashi n'est pas qu'une victoire, c'est le catalyseur qui pousse Lee à repenser les arts martiaux, anticipant la révolution de la MMA des décennies plus tard. Les témoins de ce combat, bien que rares, ont marqué l'histoire. Un étudiant présent, James DeMille, deviendra un des premiers disciples de Lee et décrira cet instant comme terrifiant. Bruce ne se battait pas pour prouver quelque chose, disait-il, il se battait pour survivre. Cette intensité, même dans un combat non officiel, montre à quel point Lee était déjà un phénomène. Nakashi, après sa convalescence,
n'a jamais cherché à défier Lee à nouveau. Selon certains, il a même exprimé du respect pour son adversaire, reconnaissant que Lee était d'un autre niveau. Ce combat secret a eu des répercussions profondes. Il a convaincu Lee que les arts martiaux devaient évoluer. Les rituels ne gagnent pas les combats, écrivait-il. Cette philosophie le guide lorsqu'il ouvre son école à Seattle, puis à Oakland, où il enseigne à des élèves de toutes origines, brisant les barrières raciales et culturelles. Ses idées attirent l'attention de figures comme Ed Parker, qu'il invite à Long Beach en 1964 pour le One Inch Punch. Ce combat de 1960, bien que discret, est la genèse de tout ce qui suivra, la célébrité, les films comme Enta the Dragon et l'héritage mondial de Lee. Mais ce moment n'était pas sans douleur. Linda Lee raconte que Bruce était hanté par cet incident. Il ne voulait pas être vu comme une arme, mais comme un maître capable de canaliser sa puissance. Cette quête de contrôle devient centrale dans son entraînement. Il développe des exercices pour affiner sa précision, comme frapper des cibles minuscules ou s'entraîner avec des poids pour renforcer ses réflexes. Chaque mouvement, chaque répétition, est une tentative de s'assurer que ce qui s'est passé à Seattle ne se reproduise pas sans raison. L'influence de ce combat se retrouve dans le Jeet Kune Do, conçu pour le combat réel, sans règles. Dans la rue, il n'y a pas de deuxième round, disait Lee. Cette idée résonne aujourd'hui dans la MMA, où des combattants comme Conor McGregor citent Lee comme inspiration. Bruce a montré qu'un style ne suffit pas, explique un historien des arts martiaux. Il faut être prêt à tout. Ce combat, bien que non filmé, reste une légende, transmise par ceux qui y étaient, et un jalon dans l'évolution de Lee vers la star mondiale qu'il deviendra. Si cette histoire d'un combat de 11 secondes, d'une puissance brute transformée en leçon de vie, vous donne des frissons, abonnez-vous maintenant pour plus de récits épiques sur le dragon. Restez avec nous pour découvrir comment Bruce Lee a continué à défier les limites, de Hollywood à sa mystérieuse salle d'entraînement, surtout abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Quand Bruce Lee débarque à Hollywood à la fin des années 60, il ne trouve pas de tapis rouge. Les portes sont fermées, les stéréotypes règnent. Les réalisateurs veulent des sidekicks asiatiques dociles, pas un philosophe martial avec des réflexes fulgurants. Mais Lee, fidèle à sa devise « Sois comme l'eau », ne se plie pas aux attentes. Il va briser les moules, redéfinir le cinéma d'action et poser les bases de la MMA moderne, laissant un héritage qui résonne encore aujourd'hui, de Jackie Chan à Conor McGregor. Bienvenue dans l'histoire d'un homme qui a forcé Hollywood à plier devant son génie. En 1966, Lee décroche le rôle de Kato dans The Green Hornet. Les producteurs pensent engager un chauffeur excentrique qui s'est donné quelques coups. Ce qu'ils obtiennent, c'est une tornade. Ses mouvements sont si rapides que les caméras à 24 images par seconde peinent à le capturer. Ralenti, Bruce, supplie-t-il, car ses punchs sont littéralement invisibles à l'écran. Même en bridant sa vitesse, Lee vole la vedette. Il ne se contente pas de jouer un rôle, il transforme les combats en récits, chorégraphiant chaque coup avec une précision chirurgicale. Les acteurs autour de lui semblent maladroits en comparaison. Joe Rogan le dira plus tard sur son podcast, Bruce a forcé Hollywood à respecter les arts martiaux. Mais Hollywood n'est pas prêt pour sa vision. Lee rêve grand. Il propose The Warrior, une série sur un martialiste chinois errant dans le Far West, mêlant kung-fu et philosophie. Les producteurs rejettent l'idée, disant que le public n'acceptera pas un héros asiatique. Pire, ils reprennent son concept pour Kung Fu, avec David Carradine, un acteur blanc, dans le rôle principal. Dévasté, Lee écrit dans son journal « Ils ont volé mon idée, mais pas moi ». Ce rejet, douloureux, marque un tournant. Déçu, il quitte Hollywood et retourne à Hong Kong, où il va déclencher une révolution. En 1971, Lee explose avec The Big Boss. Le film, brut et viscéral, montre un Lee déchaîné, ses coups à la fois gracieux et dévastateurs. Suivent Fist of Fury et The Way of the Dragon, où il affronte Chuck Norris dans une bataille iconique au Colisée. Ces films ne sont pas juste des succès, ils sont des déclarations. Lee, en tant que scénariste, chorégraphe et star, brise les stéréotypes asiatiques. Il incarne la force, la sagesse, sans caricature. Puis vient Enta the Dragon en 1973, une coproduction entre Hong Kong et Hollywood. Lee contrôle tout, scénario, combat, mise en scène. Chaque punch, chaque angle est une œuvre d'art. Le film devient un phénomène mondial, faisant de Lee la première star asiatique d'un blockbuster occidental. Enta the Dragon n'est pas qu'un film d'action. C'est une révolution culturelle. Pour la première fois, un homme chinois est le héros, sans accent comique ni rôle secondaire.
Bruce a montré au monde qu'un Asiatique pouvait être une star, dira Jackie Chan. Le succès est immense, mais tragique. Lee meurt quelques semaines avant la sortie, à 32 ans, en juillet 1973. Le monde pleure, mais son héritage prend racine. Joe Rogan résume, sans Bruce, pas de Jackie Chan, pas de Jet Li, pas de Keanu Reeves dans The Matrix. L'influence de Lee va au-delà du cinéma. Sa philosophie, pas de forme, toutes les formes, et son Jeet Kune Do inspire la MMA. Créé après le combat secret de 1960 contre Yuashi Nakashi, ce style rejette les traditions pour l'efficacité. Lee étudie la boxe, l'escrime, le catch, prenant ce qui fonctionne. Dans un vrai combat, pas de règles, disait-il. Des combattants comme Conor McGregor et John Jones citent Lee comme inspiration, étudiant ses vidéos pour leur fluidité et leur timing. Bruce a inventé la MMA avant qu'elle existe, affirme un historien des arts martiaux. Dans les années 60, les arts martiaux sont cloisonnés. Karaté japonais, taekwondo coréen, Wing Chun chinois. Lee, formé par Ip Man, brise ces barrières. À Seattle, il enseigne à des élèves de toutes origines, défiant les puristes. Son école à Auckland attire des figures comme Ed Parker, qui l'invite à démontrer le one-inch punch. Lee ne veut pas juste combattre, il veut élever les arts martiaux en art universel. Ses films deviennent des manifestes, montrant que la force transcende la race ou la culture. Sa mort prématurée ne fait qu'amplifier son mythe. Enta the Dragon inspire des générations de cinéastes et de combattants. Jackie Chan adopte son style chorégraphique, Jet Li sa précision, et des films comme The Matrix reprennent son esthétique. Dans la MMA, son idée d'adaptabilité façonne l'UFC. Bruce a montré qu'un combattant doit être fluide, dit Dana White, président de l'UFC. Lee n'était pas juste une star. C'était un visionnaire qui a transformé le cinéma chinois en force mondiale et les arts martiaux en phénomène global. Sa vie, bien que courte, prouve que la discipline et la volonté peuvent changer le monde. Si son héritage vous inspire, partagez cette vidéo avec vos potes fans de cinéma d'action. Restez avec nous pour découvrir les secrets de l'entraînement de Lee et ses exploits les plus fous. Et voilà, les potes. On a plongé dans l'univers de Bruce Lee, le dragon qui a redéfini les arts martiaux et le cinéma chinois. Du one-inch punch qui a défié la physique au two-finger push UPS qui ont stupéfié ses élèves, de sa vitesse invisible dans The Green Hornet au combat secret qui a fracturé un crâne, jusqu'à son triomphe dans Enter the Dragon, ces histoires ne sont pas des mythes. Ce sont des preuves d'une discipline obsessionnelle, d'une philosophie intemporelle, pas de forme, toutes les formes. Lee n'était pas juste un combattant, mais un visionnaire qui a changé la MMA et le cinéma d'action. Quelle histoire vous a le plus marqué? Likez, commentez votre moment préféré, et abonnez-vous avec la cloche pour plus de légendes. Partagez avec vos potes et rejoignez notre crew pour plus de contenu qui déchire.